Mais, okoni me bane. Okoni me bane. De la chaleur de la campagne électorale à la frénésie du scrutin. Et puis, il y a l'angoisse de l'attente des résultats. Les Gabonais sont passés par toutes ces étapes-là dans la période du fameux 12 avril 2025. C'était la période des élections qui devaient sanctionner non seulement la transition pour qu'elle atteigne le bout du chemin, mais aussi voir le conglomérat de Gabonais qui aspirait à être désigné, choisi, voté par la population comme celui qui devait représenter, défendre ses intérêts. Dans l'équipe Actu du jour, nous avons essayé de faire, je dirais, le tour d'horizon de la période du 12 et après le 12. Car depuis le 12, la proclamation des élections, et à ce jour, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont de la politique gabonaise. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Gervais Amogo. Gervais Amogo. Pour les puristes de la politique gabonaise, ce nom ne devait pas vous être étranger. Acteur politique, et aujourd'hui président d'une fédération qui s'apprête à mettre en place un mécanisme qu'il juge opportun lié à la lutte contre la précarité de la population gabonaise. Donc, il est président de la Fédération gabonaise de banques alimentaires. Il va nous expliquer ce que c'est. Et nous avons également celui qui a un peu focalisé l'attention des téléspectateurs gabonais lors de l'élection présidentielle 2023, avec ses mimiques, avec son franc-parler et surtout avec un genre de sérénité proche du Vatican, des prêtres, des ecclésiastes. Il s'agit de Joachim Bachi. Bon, écoutez, il y a eu un Joachim Chissano, président de la Mozambique, et lui, je préfère l'appeler Joachim. Joachim Bachi. Monsieur Bachi, vous voulez qu'on vous appelle comment? Joachim ou Joachim? Peu importe, puisque les deux signifient exactement la même chose. Merci, monsieur Gervais Amogo, d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. On ne vous voit plus trop sur les plateaux de télévision. Vous savez, après 34 ans de politique, quand on ressort son projet social, pour le transformer en projet de vie, c'est pourquoi je me retrouve aujourd'hui à la tête de la Fédération gabonaise de banques alimentaires, parce que j'estime que c'est un projet pour lequel je voulais défendre en tant qu'homme politique. Aujourd'hui, je peux conduire la société. Ok. Donc, on comprend que c'est une autre philosophie, une manière de faire la politique que vous optez aujourd'hui. Tout est politique. Tout est politique, mais la politique politicienne est politique. Moi, disons que la politique politicienne n'a jamais fleuré mon esprit, donc moi, je reste, je vois et je dis ce que les valeurs, ce à quoi j'aspire. Monsieur Bachi, 2023, vous étiez candidat au présidentiel. Je ne vous le fais pas dire, puisque les faits parlent d'eux-mêmes. Oui, et puis, quelle a été votre expérience alors? Une belle expérience humaine, comme toutes les autres. Il faut simplement dire que j'étais porteur d'une ambition, celle de devenir président de la République, par le biais d'un programme de société ambitieux que j'ai fait appeler Gabon d'abord, ou d'un Gabon juste et prospère pour tous, qui, de mon point de vue, était novateur et plein d'ambition, si traduit dans les actes, aurait pu bénéficier à l'ensemble des populations gabonaises qui vivent aujourd'hui dans la précarité, dans la misère, dans la pauvreté, dans une pauvreté indicible, toute chose que l'on peut constater. C'est ce qui m'a poussé
à prendre ma responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Votre jeunesse a conjugué ou participé à ce projet de société que vous avez jugé porteur et que certains Gabonais également ont jugé porteur, plus créer un peu de l'émulation, de l'espérance au sein de la population gabonaise. Mais le 30 août, vos efforts sont dans l'eau. Les militaires sortent des casernes. Effectivement, et sapent nos espoirs. Parce que, à la vérité, je n'ai pas été que candidat pour moi-même. J'ai été porté par l'ensemble des partis politiques membres de l'Union des forces du changement à la candidature d'élection du président de la République. J'ai investi dans le cadre de ma formation politique 17 candidatures aux législatives et 14 listes pour les locales. C'est un investissement colossal, à la fois sur le plan financier, humain et tout ce que cela implique. Psychologique, spirituel. Effectivement. J'ai tout perdu au soir du 30 août lorsque les militaires ont pris le pouvoir. Pour la raison évidente que tous les indicateurs étaient au rouge et que si nous avions comme ça, notre pays aurait pu se retrouver dans une situation chaotique, j'allais dire indicible. C'est en cela d'ailleurs que personnellement, j'avais salué le coup de libération parce que j'avais compris que le Gabon sortait de loin. Ouais. Je croyais, j'avais l'espoir, malheureusement, que tous ces sacrifices auraient été compensés une fois le CTRI assis. Mais hélas, écoutez, malgré tout, je fais le choix de Nous allons en revenir, même si, à sortir de ces élections, avant que les militaires ne sortent des casernes, Ali Bongo Ondimba avait déjà été déclaré par la commission d'organisation des élections, le CGE, comme vainqueur. Ce qui faisait que votre seul salut, votre bouée de sauvetage, c'était vraiment la sortie des militaires. C'est pourquoi vous avez salué l'opération spéciale des militaires. J'ai salué l'opération spéciale des militaires en ce sens qu'elle nous a évité le chaos, de nous retrouver très probablement dans une situation de crise sociale. Comme en 2016. Peut-être pire même. Pire. Pourquoi pas vous appelez ça comment? Guerre civile. Tout était possible. Toutes les cartes étaient sur la table. Perfect. Monsieur Mogo, vous l'avez suivi, pas à distance, parce que vous étiez dans l'ombre, mais acteur de l'ombre. Non, j'étais au-delà de l'ombre. Je me souviens que j'avais été approché par ma sœur Edo Soka, pour qui j'avais décidé, après 34 ans, de rejoindre un peu les bords de la majorité, puisque nous voyons plus clair et n'ayant plus une lecture très normale de l'opposition. Donc, mais j'ai été rattrapé par le principe de qui vote le député, vote le président. Donc, je pense que dans tous les cas, j'avais l'impression de manger un plat de bœuf, mais dans ma tête, ça ressemblait à du sanglier. Cela signifie Que quand le coup de la libération est venu, je me suis dit, bah, c'est tant mieux. Ne mange pas le sanglier qui veut. C'est une vue de l'esprit. Mais M. Mogo, on vous connaît un peu dans les intrigues politiques. Vous n'êtes pas toujours extraverti, mais vous êtes dans les coups tordus, ou bien dans les coups de maître en politique. Non, mais disons vous avez commencé la politique très jeune. Oui, 18 ans. J'étais déjà représentant du PDG que j'ai dû quitter après avoir observé beaucoup de misère. J'avais fait un tour à Cocotier. Et ce que j'observais m'a fait dire que là, j'avais rien à faire du pouvoir. Mais ce qui était plus difficile et ce qui a peut-être donné la dimension d'homme politique que je suis, c'est d'appartenir à la famille d'un des cofondateurs du Gabon, en plus à Togovéen, avoir un président à Togovéen et être à l'opposition. Ça, c'est ce qui a été vraiment. Mes parents ont vécu ça comme un drame. Mais pour moi, c'était une expérience assez particulière. Et elle m'a permis de. Mais celui qui connaît l'histoire, c'est que votre papa n'était non plus tendre avec les régimes, même s'il appartenait au système. Oh, plus tendre avec les régimes, je pense que chaque époque a ses hommes.
Moi, je me souviens que c'est une grande figure de la politique gabonaise. oui, mais qui. Il faut dire que c'est une grande figure de la politique gabonaise, mais qui a souffert pendant mes 34 ans de politique, parce que je me suis bien rendu compte qu'il y avait des compatriotes, autant certaines familles de l'estuaire, comme ça dit Moutoubé, qui avaient décidé de, comme ça, déterrer le nom, déterrer tout ce qu'il a fait. Et heureusement qu'il a eu ce coup de libération le 17 juillet 2024. Le président Légui Suatom Babongo a signé et a reconnu que c'est un des cofondateurs de notre pays. Subati, qu'est-ce que ça vous rappelle quand un jeune chef d'État, ne plutôt pas qu'il est militaire, prend le pouvoir par la force, par une certaine diplomatie, et que le lendemain, il essaie de réhabiliter un tant soit peu certains grands visages de la politique gabonaise. Vous qui êtes jeune. C'était nécessaire. C'est d'ailleurs un devoir de restitution mémorielle, parce que la simple évocation de M. Amogo, par exemple, nous la voit à l'histoire politique de notre pays, qui ne commence pas qu'avec les Homba. Parce qu'avant les Homba, le Gabon a eu une histoire. Ces gens ont mené des combats, ont repris leurs successeurs. Et nous venons à leur suite. C'est un long processus. Donc, le fait que le président Oligui, sitôt devenu président, ait eu la bonne idée de les rendre hommage participe de cette logique de restitution de l'histoire de la vie politique de notre pays, ce qui est une bonne chose. Quand il y a des enfants d'aujourd'hui qui ne connaissent pas qui était Amogo, qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, qui était Damas Saleka, qui était, etc., etc., etc. C'est important. Très important, d'autant plus que après le 12, après la prestation de serment, après l'investiture de Gus Clotaire Oligui Nguema, les grandes décisions ont commencé par tomber. Quelle lecture faites-vous, par exemple, avec la nomination des deux vice-présidents, l'un de la République et l'autre du gouvernement? Vous savez, l'élévation en dignité d'un homme relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Pour ma part, je n'ai pas de commentaire strictement parlant à faire, si ce n'est de me réjouir du fait que ce sont des rapporteurs. En tant qu'homme politique, que ce sont des compatriotes petits de talent qui ont été chacun nommés à une fonction importante de la vie, on va dire, de notre pays. Monsieur Mugo, Monsieur Séraphin Mundunga, vice-président de la République, Monsieur Barreau Alexandre, Hugues Alexandre Barreau-Chambrier, vice-président du gouvernement. Ces deux personnalités nommées assez haut rang, cela vous a-t-il étonné? Non, disons que pour le vice-président Séraphin, je pense que déjà dans comment on appelle ça, à la fin des élections de 2023, avec la position qu'il avait déjà prise depuis 2016, je pense. Tout à fait. Ah, je pense que ça lui vaut ça. Et je pense que le peuple gabonais. Ça lui vaut quoi? D'être à ce. Il n'était pas le seul qui s'était levé ou offusqué. Non, mais après, il faut lui reconnaître son talent politique. Il faut lui reconnaître son talent visionnaire. Il faut lui reconnaître. Donc, je pense que le vice-président Séraphin est à la place qu'il faut. Et en ce qui concerne le vice-président du gouvernement, Chez Barreau-Chambrier. À Barreau-Chambrier, bon, je pense que ça, c'est le choix du chef. Hein. Et ce que je lui souhaite, c'est bon vent dans sa mission, simplement. Mais je vous trouve trop conciliant sur des sujets aujourd'hui qui portent à multiples commentaires dans les faubourgs. Mais des hommes politiques aguerris, avertis comme vous balayez d'un revers de la main
ce tournant capital pour l'entrée dans la Ve République. Vous dites c'est normal, ça fait partie du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, et puis tous ont des compétences et méritent ça. Non, ce que j'ai envie de dire, moi. Est-ce que ça, c'est pas la politique à l'africaine? Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, l'entrée de la Ve République, c'est vrai, on a des objectifs à atteindre, et je perçois très bien que ça définit la vision. Hein? Ça définit la vision. Mais en ce qui concerne les objectifs à atteindre, je pense que les hommes qui ont été nommés, les compatriotes qui ont été nommés, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand vous vous sentez un peu hésitant, ça veut dire que je parle de la vision, parce qu'il faut aujourd'hui définir quelle est la vision globale du septennat. Mais vous avez fait campagne pour Olivier Nguema. Vous l'avez voté pour quelle vision pour le prochain septennat? Alors, il vous suffit d'aller sur ma page, hein, parce que je pense... Dites à ceux qui nous suivent, à nos internautes, à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous avez retenu et qui vous a poussé à faire la campagne d'Olivier Nguema? Non, moi j'ai vu, depuis le 30 août 2023, j'ai vu l'arrivée du président Légui comme une renaissance. Et comme j'étais déjà sur un projet de mettre en place une vision, en fait une idéologie pour l'Afrique, que j'ai intitulé l'unidualisme, et je voyais déjà cet acte-là comme étant une possibilité de renaissance, autant pour le Gabon. Donc ce qui fait que le 12, je ne l'ai pas vu comme étant l'élection d'un président, j'ai vu l'élection du père de l'ère de la Renaissance. Parce qu'on ne le veuille pas, et on l'a vu pendant son de serment, il va falloir rattacher un certain nombre d'idées, un certain nombre de vues avec ce qui se passe un peu ailleurs dans l'Afrique. Et ça, on a vu au niveau du plébiscite de ceux qui sont arrivés. Donc, il suffit pour aujourd'hui, je pense, d'accompagner le président en tant que ministre ou bien directeur général, je ne sais pas quoi, dans le gouvernement ou député. Mais il s'agit de mettre à la disposition des Gabonais la réelle vision du président. Les objectifs, nous les connaissons. Vous les connaissez? Oui, forcément, parce que ils sont définis dans les 6 piliers qui sont soutenus par les 15 points de développement. Monsieur Mbetchi, Monsieur le Président, le 12 avril, ce 12-là, c'était l'espérance. Effectivement, dans la mesure où le 12 nous donnait l'occasion de faire le choix d'élire un homme qui incarne, à mon sens, le renouveau politique national, qui incarne la renaissance, comme disait mon cher frère, M. Amongo, un homme en qui les Gabonais croient et ont placé tous leurs espoirs parce qu'ils pensent, et ce n'est pas fortuit que de penser qu'Oligui Nguema peut être l'homme grâce à qui le Gabon peut atteindre ses objectifs de croissance économique, de développement sous tous les pans, mais aussi de restitution de la dignité, et c'est là très important, du peuple gabonais. Dans la période de la transition, vous n'avez pas été appelé pour gérer la transition avec les militaires du CTRI, avec Olivier Nguema. Je vais vous dire la vérité. Dites-moi la vérité. J'ai été appelé justement pour, disons, jouer ma partition. Il s'est simplement trouvé que M. Oligui a confié la responsabilité de traduire en acte ce sur quoi nous étions entendus, le président Oligui et moi. Vous vous êtes pas rencontrés? Non, plusieurs fois, bien sûr. Okay. Ne l'ont pas fait pour la simple raison que d'aucuns pensent que je suis très gênant, que mon frère parlait, que parfois la conscience, que je suis quelqu'un que l'on ne peut pas contrôler parce que pour eux, je suis insaisissable. Donc, je n'ai pas, moi... Donc, ce sont les interfaces qui ont joué faux jeu. Faux jeu, effectivement. Ils vous ont bloqué pour que vous ne fassiez pas partie de ceux qui devaient gérer la transition. Oui, que je n'appartienne à aucun cercle décisionnel. Mais ça, c'est... Ou ésotérique. Parce que je ne suis peut-être pas, justement, dans aucun cercle ésotérique. Oui, parce qu'en Afrique, tout ça va compter. Tout à fait, tout à fait. Mais la vérité, monsieur, c'est quoi? C'est que hier, si Oligui Nguema pouvait devoir aux uns, parce qu'il faut dire la vérité, il a coopté certaines personnalités pour faire asseoir son pouvoir. Il était au début. Je ne vais pas citer des contemporains. Mais aujourd'hui, il a été brillamment élu président de la République par le peuple gabonais souverain. J'ai ma part d'engagement, j'ai ma part de sacrifice,
dans les 94,85% de suffrages qui l'ont élu. Je crois qu'Olingama est un homme libre dès à présent. J'espère simplement qu'il y a des erreurs qu'il va corriger. Il faut nécessairement qu'il le corrige parce que les Gabonais attendent de lui le renouvellement de la classe politique et l'éclosion d'une classe d'hommes d'affaires véritablement gabonais. Olingi Nguema, c'est que c'est qu'une interface. Parce qu'il a beaucoup joué aux interfaces au temps de Marc Bungo. Et il sait aussi que les mauvaises interfaces plongent souvent la politique des chefs. Tout à fait. Mais malgré tout ça, vous n'avez plus été candidat en 2025. Parce que Vous n'étiez pas tenu par l'interdiction puisque vous n'aviez pas été nommé. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je suis conséquent et cohérent avec moi-même. J'ai soutenu le général Oligui depuis sa prise de pouvoir le 30 août. Et il vous souviendra que j'ai fait une tournée nationale de remerciements aux populations gabonaises qui m'ont fait confiance, mais aussi pour les inciter, les appeler à se fédérer autour d'un homme, de se fédérer autour du CKRI pour l'aider à traduire en acte la politique, leur politique. Et n'était pas, ça n'aurait pas été cohérent de ma part de me présenter à l'élection présidentielle de 2025 parce que j'ai, par fidélité et loyauté, cela me l'interdisait. Mais monsieur, ce que je veux vous dire, entre autres, c'est que on n'a pas besoin de multitude de candidatures ou alors de se présenter à une élection quand on sait qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour battre le candidat en face. Parce qu'il faut dire la vérité, M. Oligui Nguema, jouissait déjà d'un fort capital sympathie de la part du peuple gabonais. D'ailleurs, les Gabonais, c'était le héros national. Mais les Gabonais se sont laissés séduire par ce que j'appelle l'Oligui mania. Aujourd'hui, Oligui est comme une espèce de quoi? Méga star nationale. Aujourd'hui ou hier? Hier comme aujourd'hui. Il a toujours le même il le sera encore de sympathie aujourd'hui. Ben, il vous suffit de suivre la télévision ou bien de vous connecter aux réseaux sociaux pour voir un peu ce que, comment dire, sa simple présence cause comme dégâts ou fracas. Vous qui êtes un homme de terrain, vous qui êtes un homme de terrain depuis des années, depuis vos 18 ans, vous qui écumez tous les AKB, tous les derrière la prison, tous les AVA, tous les Kingele, là je parle, tous les Lalala, les partis populaires, et qui sont également des quartiers populeux. Quel est aujourd'hui le coefficient sympathique que jouit encore, que jouit Brice Clotaire Oligui aujourd'hui? Ouais, donc moi c'est très, je vous remercie. Parce que quand on regarde le score de 94-85, je pense que le différentiel là, on aurait pu faire 100%. Mais je pense quand même qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de casting. Et puis, le président a choisi souvent des collaborateurs qui n'étaient pas au niveau. Alors, je le dis avec beaucoup d'humilité et de respect pour mes compatriotes. Mais je dis qu'on aurait pu aller au-delà. Et aujourd'hui, le capital sympathie du président, je pense qu'avec les réformes ou les nominations qu'ils sont en train de faire, on a vu beaucoup de technocrates, c'est bien. On a un peu à dire qu'on va aller pour renforcer l'économie du pays, c'est bien. Mais je dis, la politique, c'est pour les hommes. Et les hommes, c'est le terrain. Homme avec grand H. Homme avec grand H, naturellement. Et le terrain, c'est lui qui guide la manœuvre. Donc, avec ce que je vois là, je suis déjà un peu surpris quand je regardais la technostructure qu'avait été le RDB, la nomenclature, je veux dire. Une partie des associations, une partie des partis politiques. Et puis bon, là, on a comme ça la première lueur de toutes les nominations, ce que je ne remets pas en cause, hein, mais on a comme ça les technocrates qui arrivent. On ne voit pas les responsables d'associations que nous étions dans le gouvernement, et en plus, les partis politiques, encore conséquemment, ils ont eu l'opportunité de gérer, vous passez le mot à M. Bati, ils ont eu l'opportunité de gérer le pays pendant 52 ans, sinon un peu plus. On peut les avoir donc dans une moindre mesure dans un gouvernement aujourd'hui. Mais je dis, il faut être réaliste. Ce qu'il faut aujourd'hui,
c'est sur le projet que le président Légui nous a présenté, est un projet purement social et qui a été entretenu et soutenu par les associations. Donc on a besoin de revoir vos premières loges pour que les populations qui sont allées massivement voter pour le président Légui se reconnaissent dans ce qu'il a fait. C'est ça qui risque, à un moment donné, comme on l'a vu, il faut le reconnaître, au milieu de la transition, on a vu que ça commençait un peu à chanceler. Mais parce que, justement, et je voulais revenir sur la question que vous avez posée à M. Bati, c'est de savoir qu'est-ce que ça faisait de voir comme ça, juste après le coup de la libération, réhabiliter un certain nombre de figures anciennes et tout. Bon, on peut se référer peut-être au prince, hein, qui dit qu'il faut ménager les grands, hein, et donner un peu, et donner beaucoup au peuple. Ça permet de tenir un certain équilibre, c'est vrai. Il y a des bons grands et des mauvais grands. Oui, mais après comment je veux dire, quand on est dans la définition revient au prince. Quand on est dans les jeux des réseaux, on rentre dans les réseaux. Ouais, quand on est dans les jeux de réseau, il y en a qui font la suggestion au président de nommer X ou Y en fonction de leurs intérêts. Malgré son passé. Malgré le passé. C'est qu'on arrive, c'est un chef. Un mal nécessaire. Il fait confiance, il vous dit, bon, on a besoin, on va avoir besoin de ci, de ça, qui peut trouver ça. Bon, vous l'amenez. Donc il arrive, je pense que pendant la transition, beaucoup de gens ont trompé le président. Et j'espère que tout au long de ce nouveau septennat, qui est le septennat de la renaissance du Gabon, parce qu'il est important pour nous, parce qu'il va, quelque chose dans ce septennat va partir du Gabon pour toute l'Afrique. On l'espère. Mais il faudrait que ce soit quelque chose de positif. Mais justement, mais c'est pourquoi nous, les gendarmes du septennat, de ce septennat-là, et je vous dis... Vous qui, gendarmes? Nous, les Gabonais. Ah, ok, d'accord. Qui avons élu. Et nous, comme il a dit, que les 94, 85, ce sont les Gabonais qui ont des problèmes. C'est vrai. C'est une question de réseau, M. Bati. Comme le disait M. Amongo. Écoutez, il y a certaines contingences que l'on ne peut pas utiliser de manière objective parce que j'ai la faiblesse de dire ici que le choix d'un individu artistique, à la fois du pouvoir discrétionnaire, mais aussi repose sur des questions, soit comme il le disait, de réseau. Il y a aussi des questions subjectives. C'est selon qu'on est le cousin, le frère, la soeur, la tante, et puis quand on est peut-être, dans le même cercle, le mouvement de pensée mystico-philosophique. Ça, c'est des choses qui participent de mon point de vue. Ça, c'est le choix. Ça, c'est notre africanité. Et c'est normal, malheureusement, on ne peut pas... c'est pas normal, mais ça paraît normal. Je vais dire, peut-être pas de manière absolue, mais la vérité, c'est que... Monsieur Amogo vous interpelle. Si moi, je choisis M. Amogo, je suis président de la République, je choisis M. Amogo pour l'élever à un certain niveau de responsabilité. Je sais pourquoi je choisis M. Amogo. Soit parce qu'on est fait. Le 30 août, oui, tout à fait. Les Gabonais ont adhéré parce que c'était le fils d'Omar Bongo qui avait pris le pouvoir depuis 14. Après, si. Donc les Gabonais en avaient marre. Donc il faut savoir que quand on a adhéré au projet du coup de la libération, c'est parce qu'on mettait fin au non-remplacement consangant. Donc ça dit que le premier fondement de ce septennat, c'est le non-remplacement consangant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir les enfants de président au gouvernement, on n'a pas besoin d'avoir les enfants de terre. Et c'est ce principe que moi je dis qu'il faut également avoir dans la réforme qu'on va faire au niveau des partis politiques. Donc c'est déjà un point fondamental. Lors de la première déclaration de Légui Nguema, après le coup d'État que vous avez baptisé le coup de libération ou de liberté. De libération. Légui a dit à la présidence qu'il n'a pas le patronyme, il n'a pas le nom pour rejoindre ce que vous dites. Donc, coupé avec le nom Bongo, même si dans le fond, et c'est là où intervient le côté mystico-politique, même si dans le fond, c'est le nom Bongo qui reste. Parce qu'aujourd'hui, on va compter sur le doigt d'une main de nouveaux visages, et encore que si on fouille dans le fond, il y a toujours une relation en sourdine qui relie au pouvoir. Est-ce que les autres Gabonais qui ne sont pas nommés, moi par exemple, je suis moins Gabonais parce que je n'ai pas un patronyme, parce que je n'ai pas une affiliation, parce que je n'ai pas, et encore que moi j'ai une affiliation, moi je suis l'ami de Bongo et Olivier a été mon interface. Ça je le dis à la face du monde. Mais qu'est-ce qui fait que un pays où l'on dit
qu'il y a certaines personnes ou un conglomérat qui a foutu de la merde, excusez-moi du terme, et que quand on parle de la nouvelle République, de la nouvelle espérance, que l'on retrouve les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes affiliations. Non, monsieur, je vais vous dire. Allez-y, monsieur Mogo. C'est une approche, c'est peut-être la vérité, ou c'est une partie de la vérité. Moi, je m'appelle Gervais Amogo. Je suis le fils de Jules Marcel Amogo. J'ai été relevé de mes fonctions il y a 12 ans, pour mes positions politiques. On vient de faire la transition, on a dit qu'on allait réparer, on allait redonner la dignité aux Gabonais. Au moment où je parle assis ici, je ne suis pas réhabilité. Mais vous avez plus de chance d'être réhabilité que moi. Moi qui m'appelle Bitégué. Mais non, pas du tout. Un nom inconnu. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que bon, voilà, moi, je ne suis pas réhabilité. Mais vous serez réhabilité. Non, mais je ne veux pas. Écoutez, moi, je ne peux pas faire de réhabilitation à fond de supplice. Non. Vous serez réhabilité, monsieur Mogo. C'est pas ça le problème. Votre question. Pour moi, c'est le problème. Parce qu'il n'y a pas eu dans Mogo, après Léon Ba, qui a eu un poste de reconnaissance. Parce que la République, elle ne tombe pas ici ni là. Il y a des gens qui ont forgé la République. Oui. Et ces gens-là ont de la progéniture. Ils ont une suite. Le principe de la reconnaissance n'est pas trop africain, tu sais. Quand on arrive, quand on travaille avec des gens. Mais en principe, elle est par essence. Puisqu'on dit que l'Africain est hélène. C'est-à-dire, nous, on a nos cœurs. Nous ne sommes pas des machines. Non, mais on a des Africains mi-humains aujourd'hui à la tête de nos États ou à la tête des institutions. Ils sont mi-humains. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'avec ce qu'on a, quand on a rebaptisé le cours de la libération, c'est parce qu'on savait qu'on allait régler toutes ces questions. Est-ce que ce n'est pas un gros mot, ça? Ben non, pas du tout. Qui a été libéré? Hein? Qui a été libéré? Vous savez, vous venez mystico-politique. Hein? Ok, d'accord. Sur le plan mystique, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est visible. Monsieur Bati, puisque... Sur le plan politique, aujourd'hui, on peut... Non, vous savez, il y a des noms qui reviennent. Mais ces noms qui reviennent avec frénésie. Dans leur esprit, le même nom. Non, même si c'est le même nom, ils savent qu'ils ne peuvent pas Qu'est-ce qui change? Ils ne peuvent pas avoir les mêmes comportements. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, qu'est-ce qui va changer? Ce qui change aujourd'hui, ce que le président lui dit, c'est que s'il veut maintenir le cap. Vous voulez nous endormir, monsieur Amogo? Pas du tout. Vous serez mangé à quelle sauce avec la nouvelle configuration aujourd'hui réservée aux partis politiques? Il y a les bâtisseurs qui vont vous absorber, la fusion-absorption. Je parle du forum pour la défense de la République. Donc vous êtes le président. Le forum pour la défense de la République n'est pas fermé à toute discussion concernant son avenir. C'est pas la discussion, l'absorption. Écoutez, est-ce que vous êtes ouvert à l'absorption? Je ne peux pas, moi, en tant que président, prendre une décision qui implique l'ensemble des structures du parti. Est-ce que vous avez été approché? Je vous ai dit tantôt que j'ai déjà discuté avec le président fraîchement élu. Il vous a demandé d'être absorbé. En d'autres termes, ce que voudrait que l'on fasse, le président le dit, c'est que l'on se mutualise. Mutualise signifie que l'on fédère nos énergies pour mettre en place une formation politique forte qui va nous permettre de foudroyer toutes les autres formations politiques existantes. Oui, qui s'appellera les bâtisseurs. Mais je crois que le rassemblement des bâtisseurs a été le principal véhicule ayant accompagné la campagne du candidat Olivier. Dans le cadre de sa brillante un véhicule avec des pneus troués, avec des gens. Les résultats sont là pour faire le comité. Les résultats sont là, 94,85%. Ce qui laisse à penser que c'est un véhicule hyper puissant. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est aucune formation politique, aucune structure politique qui a amené le président Oligui à être élu. C'est lui-même seul. Il a été, depuis le 30 août, choisi par le peuple. C'est le héros national. Qui est le peuple? C'est pas les bâtisseurs. Qui est le peuple? C'est pas les bâtisseurs. Non, c'est pas les bâtisseurs. Revenons-en. Non, mais oui. Vous savez, le bâtisseur est un ensemble d'associations et de partis politiques qui ont fait le choix de soutenir la candidature du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema en acceptant de se saborder. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez expliqué au peuple. C'est ça l'évidence. Mais non, c'est ça l'évidence. Mais ce même peuple sait que les bâtisseurs, ce sont les anciens pédégistes tout puissants. Il y a à l'intérieur de PDGistes, effectivement. Mais ça, c'est eux les pédégistes.
Moi, j'ai la chance de ne jamais avoir signé quoi que ce soit au PDG. Vous étiez bâtisseur. J'étais circonstanciellement bâtisseur. Et oui, parce qu'il fallait accompagner mon candidat dans la quête de sa victoire. Je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est chose de fait, nous avons obtenu le suffrage de 94 ou 85%. Je m'en félicite et me réjouis. C'est tout à fait normal. Je suis d'accord avec vous. Et vous restez bâtisseur. Je suis FDRiste d'abord, monsieur. Je vous disais tantôt que je ne suis pas fermé à toute discussion pour pouvoir éventuellement m'amener ou me conduire. Je suis d'accord avec vous. Il y a une probabilité. À me vendre, non pas dans les bâtisseurs, mais dans le parti politique qu'on voudrait créer, mettre en place le président au Ligui, à la condition que je sache. Il a déjà parlé. Ben écoutez, il a déjà parlé, mais pour l'instant, il n'y a pas de parti politique présidentiel. Non, on sait. Omar Bongo disait que le Gabon est une maison de verre. De l'intérieur, on voit ce qui se passe à l'extérieur. De l'extérieur, on voit clairement ce qui passe à l'intérieur. Monsieur Bongo, vous bouillonnez. Mais ça dépend. Vous bouillonnez. Des fois, à l'extérieur, on a des murs, comme à l'intérieur, on a des murs. Il n'y en a pas. La maison de verre, ce qui se passe dans l'intérieur ou à l'extérieur peut être... Vous êtes devenu mieux. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que quand on a regardé, comme M. Bachir le dit, les bâtisseurs, c'était pas très mauvais. Hein, c'était pas très mauvais. Mais je pense que le président, comme ça, Ce n'était pas très mauvais. Oui. C'était un peu mauvais. Oui, parce que je pense que le président aurait pu donner cette machine à des gens beaucoup plus outillés, beaucoup plus aguerris. On n'en serait pas là. Aujourd'hui, après le 12, c'est le 12. Et ce qu'on a vu le 3, c'était le 3. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est pas que le président invite des gens dans les bâtisseurs. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est quelle est la vision que nous avons des bâtisseurs tout au long de cette année. Pareil, comme je disais tout à l'heure pour les associations. Il s'agit d'appeler les gens, de monter en place. On sait qu'on a un projet de société qui nous a été présenté par le chef d'État. Il s'agit de mettre de manière commune, je veux dire, ce que nous allons faire tout au long de cette année. Et ensuite, les gens rentrent. Mais si on appelle les gens, moi je me souviens le jour que le jeune, comment on l'appelle encore, le responsable des bâtisseurs. Angélie, je crois. Anzibou. Oui, le jour qu'il a dit, il est venu prononcer. Appelé à. Ce qui était pour moi une véritable hérésie parce qu'on ne respectait pas le pluralisme de forme. C'est-à-dire que celui qui a créé les bâtisseurs, c'est le président, celui qui devait venir faire l'annonce pour dire que nous ne passons pas en parti politique. Je me souviens que je suis allé ce soir au siège des bâtisseurs. J'ai demandé à le rencontrer, on m'a dit qu'il était en réunion, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je lui ai demandé si ce qu'il avait prononcé comme discours venait du chef d'État. Parce que ça nous entamait, nous. Nous, on a fait la campagne au sein des bâtisseurs. Et il était question qu'on vous aussi, vous avez fait la campagne pour Olivier Nguema. Mais les associations. Mais ce n'est pas toutes les associations qui ont fait la campagne pour Olivier. Mais la Fédération Nguema. gabonaise des banques alimentaires a participé. Et je pense que nous avons joué un rôle majeur, même si la loi de l'invisibilité, c'est-à-dire quand on fait un discours, on reconnaît que oui, à mon était là, son truc a débloqué la situation. Et puis quand on fait le montage, on ne les voit plus. Ah oui, parce qu'on ne vous voit pas là. Voilà, justement. Mais je pense que les roches sont à TV+, et puis je pense que vous avez été pris par le Ligimania et à la fin, vous avez été entraîné par l'orage et l'ouragan de l'indifférence des bâtisseurs. Non, mais c'est pas tellement... Vous dites que le véhicule politique... Vous dites que le véhicule politique qui a mené Olivier Nguema à être élu à 94,85%, c'est les bâtisseurs. Mais je vous dis, c'est une vue de l'esprit. On va aller plus loin. Les bâtisseurs ne représentent rien absolument. Ce véhicule-là. Si Olivier Nguema, attendez, si Olivier Nguema enlève son mention ou son nom de bâtisseur, vous verrez que ça s'écoulera comme un château de cartes. Parce qu'il n'y a rien de consistant. Il faut aller plus loin. Oui. Les bâtisseurs, c'est vrai, c'était le véhicule, mais ce véhicule est englobé par l'âme du peuple. Un véhicule en panne. Non, ce véhicule, en panne. Justement, ce qui a créé des problèmes à ce véhicule-là, c'est que l'âme du peuple était beaucoup plus dense. Elle a absorbé même les bâtisseurs. Le sport est là, 94%. Un soviétique, un véritable massacre. Ça, les bâtisseurs ont peut-être fait un score. Mais c'est pas les bâtisseurs, c'est Olivier. Mais le peuple, lui, non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai envie de dire. Olivier à travers les bâtisseurs. Non. Olivier à travers le rassemblement des bâtisseurs. Les bâtisseurs n'étaient pas plus importants que l'âme du peuple qui s'est mis d'accord autour d'Olivier. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut reconnaître ça. Moi, j'allais dire que Olivier incarne tout simplement le peuple. Voilà. Arrêtons de pinailler sur très bien. Les choses, pour moi, sont claires. Ce que nous attendons d'Olivier maintenant, c'est de traduire en acte les promesses qu'il nous a faites, c'est-à-dire une fois élu, que nous partagerons le gâteau. Le gâteau ici, c'est
mettre chacun à la place qu'il faut, c'est-à-dire à des postes ou à des cercles de responsabilité. C'est ce que moi j'appelle la justice sociale. Vous avez compris, monsieur le président. Il est clair, le président Joachim Bachir. Et encore que quand il parle de partager le gâteau, il faudrait d'abord qu'on lui restitue ce qu'il a dépensé lors de sa campagne. Vous avez tout à l'heure, j'emploie une expression que lui-même il a employée. Je pense que si on revisionne certaines images de chaînes télévisées, on verra. Allons-y. Est-ce que nous partagerons le gâteau? Oui, mais est-ce qu'on vous a remboursé d'abord ce que vous avez dépensé? Malheureusement, non. Ça, je vais être clair avec vous. Je crois, Vous n'avez pas à la vérité de dire, en ce qui concerne l'élection générale de 2003, je suis totalement perdant. La seule chose qui m'a été remboursée, ce sont les cautions de mes militants, de mes candidats qui avaient été présentés aux différentes élections et celle de ma propre candidature à l'élection présidentielle. Monsieur, toutes les dépenses annexes ou connexes n'ont jamais été remboursées. Et sans cela que... Vous n'avez pas dit ça, monsieur Oligui, quand vous vous êtes rencontrés? Mais monsieur Oligui le sait, pourquoi répéter la même chose? Ah, il faut répéter. La répétition, c'est là de la pédagogie. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des gens qui sont par éducation, même pas, comment dire, qu'on aborde certaines questions. Quelles questions? Que l'on vous restitue ce qui vous revient de droit? Ça, c'est vous. Je viendrai vous emprunter de l'argent, monsieur Bachir. Je sais que vous ne m'en demanderez pas de remboursement. J'allais dire votre soutien par rapport à cette question me va de votre cœur. Mais je sais que le président de Guy nous suit. Et il sait que, effectivement, j'ai beaucoup perdu dans cette affaire. Il sait qu'il doit vous rembourser votre argent. Oui, qu'il faut. Monsieur Mogo, vous n'étiez pas candidat aux dernières élections comme député au législatif ou local. Comment pourrais-je être candidat? Moi, je ne suis pas un voleur. Avec 10 années ou 11 années au chômage, je ne peux pas payer une caution. Donc, je ne peux pas être candidat. Sauf si j'ai des réflexes un peu... Enfin, les autres savent comment ils font ça, mais moi, je ne fais pas ça. Est-ce que les politiques savent que le 3e arrondissement est sous votre coupe? Coupe de M. Mogo? Mais je pense que comme ils... Est-ce qu'ils le savent? Le problème, c'est que quand ils dorment, leur esprit va certainement à un endroit qui n'est pas très recommandé. Parce que même quand on dort, hein, vu du ciel, on sait ce qu'on a fait pour le 3e arrondissement, on sait ce qu'on a fait pour le pays. Nous allons terminer cet entretien, mais j'aurais bien voulu tirer en longueur cet entretien parce que c'est tellement passionnant que je vous rappellerai de sitôt qu'on aille plus loin. On n'a même pas parlé de votre vision du nouveau gouvernement. Rapidement, avant de terminer. Monsieur Bachir. Je crois que nous avons effleuré la question. Effleuré, oui, mais partons dans le fond. Nous avons beaucoup plus parlé des 2 vice-présidents. Le gouvernement, là, 31 membres, les mêmes noms, les mêmes patronymes, reviennent en majorité. Là, vous avez déjà fait le constat. C'est le constat du journalisme, mais le politique. On ne va pas le répéter. Quel est le constat du politique? C'est justement à cela que le peuple attendait le président Oligui. Parce qu'on a besoin de quoi? De nouveautés. Les Gabonais veulent quoi? Voir de nouveaux visages. Les Gabonais veulent quoi? Mais le renouvellement de la classe politique, ce qui passe aussi par le choix des hommes qu'on nomme au gouvernement de la République. Ce qui passe aussi par le choix des hommes que l'on nomme à des postes importants de l'administration, de toute l'administration de l'État. Ben, je crois que la 5e République est à ses débuts. C'est tout à fait normal que l'on observe quelques balbutiements. C'est pourquoi pour aider Oligui, nous ne nous tairons jamais de dire que c'est bien quand c'est bien, que c'est mauvais quand c'est mauvais. En tout cas, pour ma part, je suis un esprit libre qui parle avec franchise et sincérité. Merci. Monsieur Mogo? Alors, moi, je pense que, comme je le dis toujours, même si on rentre dans la 5e République, on ne va pas aller chercher les acteurs sur Jupiter ou sur Mars, en frère les Gabonais. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour moi, ce gouvernement ressemble à un ballon d'essai simplement, un ballon de reconnaissance. Et puis, dans 4
4 mois ou 5 mois, je pense qu'on va avoir un nouveau gouvernement, puisqu'avec la nouvelle assemblée, avec les élections, on va avoir un nouveau gouvernement. On espère simplement que le président prendra ses responsabilités pour penser et dire que bon, j'ai eu le temps de dire merci pendant la transition, j'ai eu le temps de dire merci pendant le premier gouvernement, et puis qu'on travaille. Mais surtout, ce qu'on attend de ce gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il arrive à mettre en place le socle nécessaire pour démarrer le septennat. C'est vraiment important. Est-ce que, 2032 se prépare aujourd'hui. est-ce que la Fédération gabonaise de banque alimentaire aura un candidat dans les prochaines élections? Bon, disons que vu comme c'est parti, et je pense que c'est la première fois que un chef d'État fait la fleur aux associations d'être présent. Même si on a vu ce phénomène avec aucun relais sur Omar Bongo, qui a voulu traîner la société civile, ça avait été un problème parce que c'était pas organisé. C'est sûr. Aujourd'hui, donc, pour l'association, voilà. Donc, ce que j'avais logé aujourd'hui au président de l'association, c'est qu'il faut éviter d'avoir la tête un peu trop grosse en pensant que, malgré le fait que le président ait mis les associations en avant, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus structuré que les partis politiques. Moi, je peux faire ça tranquillement parce que j'ai, humblement dit, j'ai une modeste expérience sur le plan politique. Ce qui veut dire que si aujourd'hui les associations sont véritablement organisées, puisque c'est nous qui faisons le gros des troubles des partis politiques. Donc, dès que cette substance-là est vidée des partis politiques, on va avoir une société civile assez présente, mais pour des questions précises, en rapport avec le site lié, soutenu par les 15 points de développement du président, du programme social du président. Parole d'un politique. Monsieur Mbati, pour terminer, votre mot de la fin. Simplement demander aux Gabonais qui commencent à déchanter, de se ressaisir, d'être patients. La 5e République, autant pour moi, est à ses débuts. Nous osons simplement croire que Oligui, devenu président, aura à cœur de tout faire pour que chaque Gabonais se sente considéré, se sente pris en compte dans cette 5e République, ou qui, logiquement, doit nous conduire vers la prospérité tant souhaitée par tous. Ce que nous allons, par contre, retenir de cet entretien, c'est qu'il y a de l'optimisme sur la classe politique gabonaise, dans la classe politique gabonaise. La preuve avec Gervais Mogo sur ce plateau et M. Joachim Mbati. Vous m'en direz la suite. À la prochaine. Ben, okoni me bane